Bonjour, nous sommes donc toujours au Week-end de la Liberté, qui est organisé par le Cercle Frédéric Bastiat et dont le président est Patrick de Casanova. Alors là, je suis avec le professeur François Gervais. Alors, le professeur François Gervais est un professeur de physique, si j'ai bien compris. Tout à fait. Qui a eu un laboratoire et qui est enseignant et qui donc maintenant. non qui était voilà, Je suis retraité maintenant. voilà et qui est retraité, oui, nous avons presque le même âge, et qui donc a eu des activités très importantes à travers son laboratoire où il enseignait, des activités qui ont débouché sur des résultats concrets, c'est-à-dire que c'est un scientifique et un chercheur dans le réel. Voilà, ça c'est important. Alors, il nous a fait un exposé, parce qu'il a une particularité quand même, le professeur Gervais, c'est qu'il est, comment on dit, climato-sceptique. Je dirais plutôt climato-réaliste. Réaliste. Dans la mesure où nous sommes plus attachés à voir les observations du climat réel plutôt que de croire au modèle de climat virtuel. Voilà, vous voyez, quand même, c'est un professeur, c'est quand même mieux que moi, hein, parce que il parle sérieusement. Alors, donc, effectivement, moi j'ai été enthousiaste, parce que son exposé était tout à fait accessible, avec des chiffres très importants qui frappent, c'est-à-dire que le CO2 c'est infinitésimal, de ce CO2 il y en a la moitié qui revient dans la nature et qui est essentiel, l'autre moitié c'est très peu de choses. Donc c'est inversement proportionnel à l'énormité des délires dont nous sommes abreuvés tous les jours. Alors, vous m'avez convaincu dans votre exposé, et est-ce que les quelques chiffres que je n'ai pas complètement mémorisés et votre logique, est-ce que vous pouvez, sans avoir les graphiques sous la main, rapidement les expliquer pour que les gens soient convaincus, et après nous parlerons de pourquoi tout le monde ne rejoint pas ces idées. Alors, donc, est-ce que vous pouvez, en quelques chiffres, donner les éléments? Je suis venu m'intéresser à ces questions simplement en allant regarder le 4e rapport du GIEC et me rendant compte que la donnée essentielle pour voir quel est le rôle du CO2 dans l'atmosphère de la Terre, cette donnée n'était pas dans le rapport. Pour moi, cette donnée essentielle, ça va nous permettre de chiffrer l'effet thermique du CO2. C'est bien ce dont on parle. Absolument. Est-ce qu'on veut savoir cette donnée essentielle s'obtient en mesurant à partir d'un satellite ce qu'on va appeler, d'un gros mot, le spectre infrarouge du CO2. Spectre, c'est simplement la prolongation de l'arc-en-ciel au-delà du rouge, donc l'infrarouge. Ça n'est pas visible, ça n'est plus visible, mais facilement mesurable avec une grande précision, avec un spectromètre infrarouge. Et quand on prend cette donnée actuelle, et qu'on voit l'évolution qu'elle peut avoir si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère, on va pouvoir chiffrer la quantité de rayonnement thermique que le CO2 contribue à renvoyer vers l'espace. Cette donnée n'est pas dans le rapport Arcade du GIEC. Je venais juste de prendre ma retraite, j'ai donc candidaté comme expert reviewer pour le rapport R5. Dans mes 2 rapports successifs, j'ai demandé au GIEC de mettre cette donnée essentielle. Il ne l'a pas fait. J'ai recandidaté à nouveau comme expert reviewer pour le 6e rapport du GIEC, même topo. J'ai demandé 2 rapports, dans mes 2 rapports, j'ai demandé à ce qu'il mette cette donnée essentielle, il ne l'a pas mise. Pourquoi ne l'a-t-il pas mise? Si on fait justement, si on utilise cette donnée essentielle, on s'aperçoit que le rôle du CO2 à partir de
cette donnée mesurée, on est bien d'accord, a pu réchauffer la Terre de l'ordre de 0,3 degrés depuis l'accélération des émissions de CO2 en 1945. 0,3 degrés depuis 1945. Ouais. D'ici 2050, année déclarée, objectif de neutralité carbone, ça ferait 0,14 degrés de plus. C'est dérisoire. Est-ce que ça peut même se calculer? Ah oui, ça se mesure et ça s'évalue. Est-ce qu'un calcul aussi fin peut être absolument juste? Non, mais on ne le ressentirait pas de toute façon. Oui. On ne le ressentirait pas. Peu importe, je veux dire, même si on reprend les chiffres du GIEC, à partir de ces modèles de climat, qu'on fait la même évaluation, le GIEC trouve un peu plus. Au lieu de 0,14, il trouve 0,20. Mais on s'en fiche, que ce soit 0,14 ou 0,20. Je veux dire, ça va changer la vie de personne. Alors, évidemment, en fait, c'est une enquête. Vous avez fait une enquête. Tout à fait. Au terme de cette enquête, vous avez un résultat et vous avez en face de vous des gens qui ne veulent pas intégrer ce résultat, qui n'expliquent rien, qui ne donnent pas de motif. Il y a tout un processus qui a commencé depuis maintenant 4 décennies au moins dans l'Organisation des Nations Unies, qui a mis par la suite en place le GIEC, qui a mis en place les conférences des parties, les fameuses COP, une par an, et ce processus est comme un rouleau compresseur qui continue à se dérouler. Mais pourquoi ? Mais alors, si vous avez cette notion, une enquête, ça débouche normalement sur un délit ou pas délit. C'est-à-dire qu'on fait une enquête quand il y a un soupçon, je dirais, de mensonge, disons, hein, et ce soupçon de mensonge, au terme de l'enquête, il est découvert ou non. Alors, on considère, parce que vous dites que vous l'avez effectivement découvert, et que le menteur en question refuse d'intégrer la vérité. Et pourquoi ? Alors, parce qu'il y a d'énormes intérêts financiers derrière. Oui, mais allons, ça d'accord. Mais y a-t-il un moyen juridique, national ou international, une entité juridique à saisir pour dire, tenez, voilà le mensonge, voilà l'absence, voilà l'erreur, enfin, pas l'erreur, voilà la chose dissimulée, qui devrait être incluse dans l'étude, veuillez faire en sorte qu'elle le soit. Est-ce que ça existe à l'échelon mondial? Est-ce qu'il y a un organisme que l'on peut saisir chez les scientifiques, quand les scientifiques, parce que je suppose que ce type de conflit, ça existe assez souvent chez les scientifiques, je suppose. Pas si souvent que ça arrive, mais c'est normal, je veux dire, que dans le domaine scientifique, il y ait des controverses scientifiques. Bien sûr. Ça fait partie de la science, c'est comme ça que la science avance. C'est quand on s'aperçoit que les vérités d'hier sont pas du tout celles d'aujourd'hui, qu'on avance de cette façon. Ça, c'est le processus normal. Voilà, mais là, il est entravé. Il est entravé par le fait que les personnes qui sont agréées pour donner un avis sur le rapport ne sont pas du tout écoutées. Alors que le GIEC nous a accrédités pour faire ce travail d'enquête. Donc là, il y a effectivement une anomalie. Ah oui, c'est intéressant quand même ça, oui, non? Cette anomalie, il y a certainement le moyen de la transformer en pas en une accusation, mais en une demande d'enquête. Je ne sais pas comment, on ne connaît pas, le monde scientifique est un monde qui a ses règles, comme le monde des affaires, comme le monde de la politique. Tout à fait. Et donc, quand on n'est pas à l'intérieur d'un monde, on connaît mal les règles. Mais on se doute qu'elles sont partout. Les règles tendent à ce qu'on ait la vérité, tendent à ce qu'on ne fasse pas d'escroquerie, tendent à ce que la vie d'autrui ne soit pas mise en danger, enfin, toutes ces choses. Et alors, si l'on suit après vos différents calculs, on s'aperçoit quand même que le GIEC en question nous entraîne dans quelque chose qui, visiblement, est absolument, au moins, terriblement exagéré, probablement faux. Avec exagéré. Parce que, il y a deux choses dans le GIEC, ça je tiens à le souligner, c'est que tout le travail dans le rapport, qui consiste à répertorier toutes les observations
des sentinelles du climat, ça c'est fait et c'est bien fait. D'accord. Il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Le GIEC fait du bon travail que j'utilise d'ailleurs. Oui, vous nous dans avez les expliqué travaux. ça. Oui. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les modèles de climat. Ces modèles de climat, en fait, divergent énormément les uns des autres. Ils ne sont pas d'accord entre eux. D'accord. Donc, selon le modèle qu'on prend, on va avoir, d'ailleurs, le GIEC lui-même donne des fourchettes parce qu'il est bien conscient qu'il n'y a pas un modèle de climat qui est le bon et qui va prévoir effectivement ce qui se passe. Non, il ne fait pas ça. Il donne une fourchette et les modèles ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, la conclusion qui aurait dû être celle du rapport, c'est on a une incertitude qui reste importante et donc on ne peut pas conclure. Voilà ce qu'elle aurait dû, qu'elle aurait être due une conclusion honnête. Voilà, donc vous dites le GIEC réalise une bibliothèque qui est juste, avec des informations qui est juste, mais les conclusions tirées à partir de cette bibliothèque juste sont tendancieuses. Et donc, voilà, tendancieuses. Et dans cette tendance, donc fausse, vous les considérez comme fausse, et extrêmement dangereuse pour l'humanité. Pas fausse. Il y en a peut-être une qui est juste. Mais pour l'instant, le GIEC ne dit pas laquelle. Et il y a une incertitude telle dans les écarts entre les différents modèles qu'effectivement, il ne peut pas dire lequel. Alors après, on arrive sur l'utilisation politique de ces résultats, et donc sur l'intoxication, parfaitement démontrée par le travail que vous nous avez exposé, à laquelle nous sommes à notre tour exposés. Donc cette intoxication, elle engage des intérêts politiques, économiques, humains très très lourds. Et donc vous êtes un petit peu, dans le fond, isolé. On pourrait croire que vous êtes isolé dans votre position de sceptique. Mais en fait, vous nous avez démontré que non, puisque vous nous avez démontré que le GIEC, il y a à peu près, je ne me rappelle plus les chiffres avec ça. 234 signataires, voilà. Et le rapport du groupe 1. Voilà. Et que par contre, il y a une pétition qui a été signée par... une déclaration, c'est pas une pétition, oui, c'est une déclaration qu'il n'y a pas d'urgence climatique, que tout l'alarmiste qu'on met autour n'est pas fondé. Voilà, alors, et qui est signé quand même de plusieurs... 1365 ça fait, scientifiques. 7 fois plus. Oui. Ouais. Mais cela dit, dans les signataires, des universitaires, des scientifiques, des ingénieurs, il y a un prix Nobel de physique, il y a des académiciens, et il y a des professionnels de l'environnement, de la santé. Alors, donc vous êtes... Enfin, en tout cas, moi, vous m'avez convaincu. Alors, j'espère que vous êtes convaincu, ou c'est moi qui me suis trompé. Mais moi, vous m'avez convaincu qu'il s'agit à minima, d'une erreur d'appréciation énorme, et puis, en réalité, probablement d'une espèce d'escroquerie qui va se greffer là-dessus, et qui va avoir des conséquences telles que le coût va être difficile à absorber, peut-être sur plusieurs générations. En fait, c'est ça, en clair. Oui, tout à fait. Là, on va... parce que la Banque mondiale a déclaré qu'il fallait, en quelque sorte, pour reconstruire une économie décarbonée tout en détruisant l'économie carbonée, parce que c'est ça ce qui nous attend, oui. Il fallait lever 89 000 milliards de dollars. Chiffre qui a été réévalué à 150 000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui sont... oui, ça ne veut plus rien dire. Oui. Mais pourquoi? Pour 0,14 degrés d'ici 2050? Mais c'est absurde. Ça fait cher le degré, c'est moins qu'on puisse dire. Complètement. Sans compter que l'économie à décarboner, qui est notre économie, elle est quand même très sophistiquée. On peut considérer qu'elle aboutit à des créations industrielles, des échanges, choses qui sont très élaborées, et que l'autre à venir, on ne la connaît pas très bien, on ne sait pas si elle va marcher. En tout cas, toutes les tentatives pour l'instant sont quand même légèrement boiteuses. Si on passe d'un système actuel où 80% de notre énergie est carbonée,
Si on veut décarboner d'ici 2050, il n'y a qu'une seule solution, c'est de passer au tout électrique. En sommes-nous capables? C'est déjà la première question. Même si on dépensait des sommes aussi faramineuses pour détruire et reconstruire, parce que c'est ça dont il s'agirait, serions-nous capables? Un collègue américain a proposé 2 pistes. Si on veut passer au tout électrique, remplacer les 80% de notre énergie actuelle par du tout électrique supposerait soit de construire une centrale nucléaire chaque jour d'ici 2050, ou 1500 éoliennes chaque jour d'ici 2050. Oui, c'est déraisonnable. C'est pas faisable. C'est même pas faisable. Et finalement, ce n'est pas votre poste, donc vous n'avez pas à avoir d'avis là-dessus, mais quand même, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas, je dirais, de partis politiques, d'associations, enfin de choses comme ça, qui se mettent en route pour défendre finalement ce qui est aujourd'hui leur confort technique, leur confort d'être humain, face aux dangers que laisse supposer l'avenir vu par le GIEC. Alors pourquoi il n'y a personne qui... Parce que, bon, vous ne pouvez pas être dans tous les coins de France, du monde, tous les jours, pour l'expliquer tous les soirs, ce que vous avez expliqué aujourd'hui, ça c'est clair. Mais vous n'êtes pas... Est-ce que la presse, non, on ne voit pas ça. Enfin, pourquoi on n'a pas cette explication de ces choses qui sont simples quand même, c'est simple. Oui, j'ai pas la réponse. Et voilà, c'est ce que je n'ai pense. Pas la réponse. Et puis, pour l'instant, je m'en tiens à mon rôle de physicien, c'est ce que je sais faire. Ben oui. La politique, je ne sais pas faire. Eh ben oui, vous n'avez pas la réponse. C'est bien ce que... Alors, il faut qu'on rajoute quand même, vous allez m'aider, parce que parmi les ouvrages que vous avez écrits, quel est celui qui est le plus... qui se rapproche le plus de ce que moi j'ai compris, oui. Que je trouve magique même, qu'on puisse dire à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent aller sur Amazon ou ailleurs acheter ce livre de telle sorte qu'ils puissent comprendre ce que vous avez expliqué, parce que je peux garantir que c'est pas... moi je suis pas je suis pas du tout physicien, puis je suis pas non plus malin que ça, mais j'ai compris très facilement, donc je suppose que tout le monde peut comprendre. Alors quel est parmi les livres que vous avez écrits celui qui, d'après vous, pourrait être le plus... Alors celui que j'ai transcrit ce matin dans l'exposé, c'est le dernier, oui. Qui s'appelle Impasse climatique, oui. Les contradictions du discours alarmiste sur le climat. Ça c'est le titre. Oui. Il est un peu long, mais enfin bon, si on tape... la deuxième partie, c'est le sous-titre. Ah d'accord. Le titre, c'est Impasse climatique. Impasse climatique. Donc si on tape ça sur Amazon, on l'a. Tout à fait. Professeur, alors donc, le professeur François Gervais, Gervais, donc... Impasse climatique. Impasse climatique. Donc vous trouvez ça chez votre fournisseur préféré de littérature, et vous allez avoir, moi je vous garantis, une révélation, et puis quelque part une tranquillité quand même, parce que vous dites que une bande de fous qui organise un truc un peu délirant, ça a des chances de s'arrêter. Tandis que si vraiment la planète allait exploser, ça c'est un peu embêtant, parce que je suis sûr qu'on ne sait pas l'arrêter à mon avis. Alors ça rassure, quand même quelque part, moi ça m'a rassuré ce matin. Hein. Je suis sorti en me disant, des fous c'est pas les premiers qui arrivent, hein, il y en a déjà eu. Si on n'est pas en grand danger. Voilà. Alors que l'inverse, oui, ça fait peur. Hein, voilà. Professeur, je vous remercie infiniment. Voilà, nous allons laisser là les amis qui nous regardent, et puis merci d'être venu. Je vous remercie de m'avoir invité. Oh oui, c'est plus important que ce soit vous qui êtes venu que nous qui vous avez invité. Au revoir.